Non, les arot, oui, les arot et atzmo, ke'ilu ou be'atzmo yatsa mishiamud mitzrayim. C'est le langage du Rambam. Il est un peu différent du langage de la Gada, mais l'enseignement il est le même. Dans chaque génération, un homme est obligé, les arot et atzmo. L'irot, ça veut dire quoi l'irot? De voir, ouais. Les arot, c'est quoi? De se montrer. Les arot, c'est de se montrer. Les atzmo, à soi-même. Keilou, comme si. Ou, c'est qui ou? Lui. Adam, c'est qui? L'homme, c'est le sujet. Be'atzmo, c'est lui-même. Ou, c'est lui. Be'atzmo, il dit encore. Ça fait beaucoup, non? C'est-à-dire l'homme, dans chaque génération, l'homme, lui-même, doit se considérer Keilou, comme si Yatsa, il est sorti Mishirmut Mitzrayim, de l'esclavage d'Égypte. À Botaï, il faut qu'on soit bien clair. C'est très important. Je sais que vous êtes fatigué, mais essayez de comprendre. C'est marqué là-bas qu'un homme, il doit sentir chaque année comme s'il sortait d'Égypte. Comme s'il sortait. Non, comme s'il sortait de l'esclavage d'Égypte. Qu'est-ce que ça veut dire Chayav? Chayav, c'est obligé. D'accord? On ne peut pas obliger quelqu'un à avoir une sensation. C'est une sensation de sentir que tu sors d'Égypte. Tu ne sors pas d'Égypte, tu n'es pas sorti d'Égypte, d'accord? C'est comme si j'ai faim, par exemple. J'ai faim. Alors je dis, t'as qu'à ressentir comme si t'as plus faim. Mais j'ai faim. Oui, c'est dans ta tête tout ça. Ouais, oh, t'as dit je suis grosse. Mais non, c'est dans ta tête. Comment c'est dans 195 kilos, c'est dans ma tête? Même la balance, elle est malade. Donc c'est quoi l'idée? C'est que, quand on dit Chayav, puisqu'il s'agit d'une sensation, et qu'on ne peut pas m'obliger à avoir une sensation, donc en vérité, c'est quoi l'obligation? Comme ça, il explique le Raphaël Friedlander. Il dit Chayav, ça veut dire quoi? C'est que toi, tu es obligé de te donner les moyens d'avoir la sensation. Tu veux, non? Par exemple, les gens disent oh, vous savez, je m'ennuie le Shabbat. J'ai mis, t'as préparé ton Shabbat, tu as mis des salades, tu as mis des choses que tu aimes, tu as mis des petits chocolats, tu as préparé les Torah, tu as préparé le chant, tu as créé l'ambiance, tu as invité des gens que tu aimes. Non, je suis rentré au dernier moment, j'ai pris une douche à moitié avec le questionnaire, j'ai posé sur la table comme d'habitude le briquet, le paquet de cigarettes et la montre, et j'ai attendu la sortie de Shabbat. Ça, c'est ce qu'on appelle un Shabbat de mort. Tu sais que tu vas mourir. Ouais? Non. Un Shabbat, ça se prépare. Les vacances, c'est pareil. Tu vas à un endroit. Ça y est, j'ai loué la maison. Attends, c'est que le début. Si vous avez des enfants, vous pouvez, de quoi je parle, ouais? Tu loues la maison, c'est bien. Après, tu appelles le syndicat d'initiative. Après, tu repères toutes tes activités. Après, tu fais un plan, le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le budget, l'argent de poche pour chaque enfant, l'ambiance, les trucs. Sinon, ça va être des vacances pourries. Sinon, toute la semaine, papa, qu'est-ce qu'on fait? Papa, on s'ennuie. Papa, on a marre. Pourquoi on est venu? On était bien. J'ai pas de copain, j'ai pas de truc. Ils vont te saouler. Ouais. Non. Tu as préparé les vacances. Tu prépares le Shabbat. Tu prépares la bar mitzvah. Tu veux que ça se passe bien? Tu prépares. Tu prépares le Dvar Torah. Moi, vous voyez que je parle comme ça, je suis cool. Mais parce que ça fait juste une vingtaine d'années. Ouais. Et au début, je bégayais comme vous. Ouais. Donc, c'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en vérité, elle n'est pas obligée de ressentir, parce qu'on ne peut pas obliger quelqu'un à ressentir, mais quelqu'un est obligé de faire des choses pour être capable de ressentir. Ça va? Comme tu mets une bonne ambiance, alors il y a une bonne ambiance. Il dit, écoute, il y a une mauvaise ambiance, mais tu vas essayer de sentir qu'il y a une bonne ambiance. Mais non, il y a une ambiance pourrie, comment je vais sentir qu'il y a une bonne ambiance? Il faut la mettre l'ambiance bonne pour qu'elle soit bonne. Voilà. Donc maintenant, ici c'est pareil. La Torah a donné des lois. Il y a une mitzvah de manger la matzah. Il y a une mitzvah de boire les arbakosot. Il y a une mitzvah de manger le maror. Après, Bézat Hashem, il y aura une mitzvah de manger le korban Pessah. D'accord? Alors il y a une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte. Mais tout ça, c'est pour quoi faire? C'est pour créer une atmosphère. Comme si vous ou non? C'est une ambiance. Maintenant, si toi, tu ne donnes pas les moyens, tu ne travailles pas pour ça, tu ne fais pas comme il faut, il marche plus. Bon. Donc ça veut dire quoi? On va faire une collègue pour acheter des kits. Donc qu'est-ce que tu vas faire, toi? Tu ne donnes pas les moyens. Je vois, les gens, ils ne donnent pas les moyens. Ça fait 23 ans, ils ne connaissent toujours pas. Avant, en Algérie, ils faisaient la traduction, premier jour en hébreu, et ensuite en arabe. Les femmes, elles comprennent un peu, ouais. Ou alors, ils font bien les arbakosot, ils font bien, et au moins les lois aujourd'hui, il y a des agadotes, il y a des lois, il y a des halachot, il y a des rabbanim, il y a ce qu'il faut. Alors c'est pas mal, on n'a pas l'habitude, vous n'allez pas nous saouler, vous n'allez pas nous refaire la lacha, mais on la refaire, il faut la faire.
Et là, il y a tout à refaire là. Ouais. D'accord. Donc c'est quoi l'idée? C'est très important. Qu'en fait, quand quelqu'un il fait la mitzvah, il fait la lacha comme il faut, il se donne les moyens. Et c'est là qu'il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. On s'est esquinté. Hier soir, j'ai fait les fiançailles de ma fille. Le chef les protège, et la même chose pour tous les célibataires. Le Seigneur seul me nommera. Donc c'est quoi l'idée? Oui. Donc moi, au Hachem, j'ai une chance extraordinaire, c'est que ma femme est très organisée. Et donc moi, je suis juste venu en invité. Elle travaille, elle met tout en place, et moi je viens. Bon, déjà je viens, c'est pas mal. Imagine, j'ai confiance. Ah, je peux pas, excuse-moi, je prie. Bon, ça peut arriver des fois, des offres. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle fait ce travail-là de mettre en place les choses. Alors c'est pareil, les Chachamim ton idée. Au lieu que toi tu vas imaginer, tiens, comment ça va se passer Pessah, ou la Spielberg, ou la... Non, non, non. Le bon Dieu, il t'a organisé un programme. Maintenant, le programme, il est fait pour qu'il se passe quelque chose. Alors maintenant, quand il se passe, ça veut dire quoi? Qu'il va se passer quelque chose à l'intérieur de toi. Alors toi, tu dois manger la matzah. Quand tu vas manger la matzah, quand tu ne vas pas manger le chametz, ça fait un mois que tu cherches le chametz. Alors toutes les lois du chametz que vous avez appris, et toutes les lois du chametz que vous avez appliquées, ça ne vous empêche pas, en même temps que vous cherchez les miettes de pain, en même temps que vous fouillez au fond des placards, en même temps que vous frottez le grille-pain, enfin c'est trop compliqué, mais vous frottez je sais pas moi, le truc pour faire les toasts, ouais, même si vous ne l'utilisez pas, mais vous frottez, et bien en même temps que vous frottez ce chametz-là, vous pouvez frotter aussi le chametz de la perte de temps, le chametz de l'orgueil, le chametz de la bêtise, le chametz du lachon hara. Il y a beaucoup à frotter. Enlève ce chametz-là, d'accord? Et de l'autre côté, rien ne t'empêche, au moment où tu es en train de faire appliquer la matzah, ou de manger la matzah, de penser au mitzvot. Pourquoi? Ça veut dire que le soir de Pessah, aux enfants, on va leur raconter la Haggadah. Pour que les enfants, ils ressentent ce qui s'est passé à l'époque en Égypte. Mais nous, en tant qu'adultes, on ne va pas se la raconter, la Haggadah, puisqu'on la connaît. Donc nous, on va penser à notre propre Égypte. Maintenant, les chaînes, on est enchaînés. À l'époque, c'était l'esclavage. Maintenant, toi, tu es enchaîné à ton orgueil. Toi, tu es enchaîné à la télévision. Toi, tu es enchaîné au shit. Toi, tu es enchaîné au nerf. Toi, tu es enchaîné au décolleté de la voisine. Chacun, il a ses chaînes. Chacun, il a son esclavage. Vous voyez? Ils ont créé maintenant, vous savez, il s'appelle l'arthrophonie. Vous connaissez l'arthrophonie? C'est une arthrose qui est provoquée par l'iPhone. Parce que toute la journée, il tient le téléphone comme ça. Il ne peut pas, même quand il dort. Tu sais, un enfant, tu peux lui enlever un vélo. Tu peux enlever les vacances. Mais essaie de lui enlever le téléphone. Tu lui dis, c'est où ta mère ou ton téléphone? Mais ne pose pas la question. Hein. Je ne conseille pas, parce que tu vas être choqué par la réponse. Mais comment? Ils peuvent pas, ils sont drogués, ils peuvent pas, c'est fini. Dès que la sortie de Shabbat, encore pour les enfants chauffés à Shabbat, mais ils vont trouver un iPhone qui cache à Shabbat, ils vont le faire. Ils peuvent pas, Moi, quand je les voyais faire des textos, je croyais que c'était un parkinsonien. C'est quoi l'idée? C'est qu'une personne, en vérité, c'est très important, chacun il va réfléchir à sa propre Égypte. Chacun il va réfléchir. Ouais. Toi et ton mari, ça fait 22 ans que vous n'arrivez pas à parler comme des adultes. Vous êtes en Égypte. Ouais. Celui-là, il n'arrive pas à se libérer de ses peurs. Il est en Égypte. Celui-là, il n'arrive pas à se libérer de sa douleur. Il est en Égypte. Celui-là, il n'arrive pas à se libérer d'être convaincu qu'il est malade. Il y a des gens comme ça. Il y a une maladie, quelqu'un il croit qu'il est malade. C'est une Égypte. Quelqu'un il a peur de parler à ses enfants. C'est une Égypte. Quelqu'un il a peur d'être religieux parce que ses copains ils vont lui dire ah ça y est t'es devenu religieux. C'est une Égypte. Celui-là il a honte de mettre le talit de katane, il a peur qu'on lui dise ah monsieur le rabbin. C'est pas grave, en plus t'es juif. Si t'es goy, je comprends que ça te fait un problème. Mais si t'es juif, c'est pas grave. Hein, t'as 60 ans, vas-y commence avant, t'as 50 ans, t'as 40 ans. C'est bien, avance. Mais c'est quoi l'idée? C'est que c'est ton Égypte qui t'empêche. Le jour j'étais à Toulon. On fait un grand séminaire comme ça de jeunes. Et quand je sors de la conférence du Shabbat après-midi, il y a une jeune fille qui me faire une mini-crise de Mshon Dafou. Je dis, mademoiselle, qu'est-ce qui ne va pas? Elle me dit, oui, je vous trouve trop affirmatif. Quand vous parlez comme ça, vous parlez pour des religieux.
Je dis, ah, justement, mais la majorité de l'année, je ne parle pas des religieux, c'est un problème. Je dis, ah, c'est quoi votre problème? Elle me dit, non, moi je trouve que c'est trop, vous demandez trop, vous trouvez comme si c'était évident. Je dis, pourquoi c'est pas évident? Vous êtes juif? Elle me dit, oui, je vous ai juif. Elle me dit, oui. Je dis, mais est-ce que vous pratiquez? Elle me dit, oui, tout ce qui est pratique, je pratique, oui. Je dis, mais par exemple, elle me dit, ben, je suis Shomer Shabbat, et je mange kasher. Et je dis, bah, ça va, Hashem, c'est très bien, et tout ça. Et je dis, pourquoi vous êtes au Shomer Shabbat? Vous avez réfléchi, vous avez compris, vous avez lu des livres, vous avez rencontré un arabe? Elle me dit, non, j'ai perdu mon grand-père. Et quand j'ai perdu mon grand-père, j'ai pris sur moi Shabbat et Kashrut. Je dis, vous savez qu'il y a 611 mitzvot, si vous prenez une mitzvah par personne, ça va faire une hécatombe. Elle m'a regardé avec les yeux bizarres. On ne fait pas des mitzvot parce que Hachem il t'envoie des devoirs. On fait des mitzvot parce qu'on pense que c'est bien, parce qu'on est juif, parce qu'on a grandi dedans, parce qu'on a étudié, parce qu'on a réfléchi, parce qu'on veut être cohérent. C'est pour ça qu'on fait les mitzvot. On ne fait pas les mitzvot de la Rama, on fait les mitzvot de la Torah. La Rama, c'est une autre religion qui n'a rien à voir. La Torah, c'est le judaïsme, et la Rama, c'est le rhumatisme. Ça n'a rien à voir. Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, elle me dit, non mais moi vous comprenez, j'ai pris sur moi le Shabbat et la Kashrut. Je dis la sniout. Je vais vous raconter ça là ou non? Je dis la sniout parce que j'ai vu que son pull était très long, en fait c'était sa jupe qui était très courte. Alors, elle me dit non, j'ai pas le déclic. Je dis le déclic, on recommence. Je dis pourquoi? Elle me dit non, vous comprenez, je le sens pas, j'ai besoin de le sentir, on change de déodorant, d'accord? Je dis écoutez madame, je dis on va faire un petit test ensemble. Elle me dit on y va. Alors, elle est fille intelligente, ouverte d'esprit, prête à comprendre. Imaginez, vous êtes dans l'ascenseur, voilà, vous descendez, vous habitez au 5e, l'ascenseur il s'arrête au 3e parce qu'il y a quelqu'un qui s'est truqué. Il y a un type qui rentre, un boy, un voisin, vous connaissez à peine, il s'appelle Christian de la Croix. Il rentre comme ça, et vous, grâce à Dieu, vous êtes bien formé, vous êtes magnifique. Bon. Il vous dit, mademoiselle Benichou, pourriez-vous avoir l'obligeance de vous mettre en culotte et en soutien-gorge? Vous lui dites, mais vous êtes un malade mental, vous êtes un fou. Je vais vous attaquer pour harcèlement sexuel, agression sexuelle. Détendez-vous. On habite à Toulon, la plage n'est pas loin, je vais attendre le mois d'août. Alors elle dit, mais... Alors elle comprend la fille. Elle comprend ce qu'elle a dit. Vous avez compris ou non? Alors elle me dit, non mais c'est pas pareil. Là, elle a utilisé son cerveau, j'étais content. Elle m'a dit, parce que la plage, c'est un endroit où on se déshabille. C'est normal. Mais l'ascenseur, non. Je suis d'accord. Donc les endroits où on se déshabille, on peut se voir. Les endroits où on ne se déshabille pas, on ne peut pas se voir. Elle m'a dit, c'est ça. Genre, j'ai compris, je suis content. J'ai dit, non, à ce moment-là, on va rentrer tous les deux dans la salle de bain, parce que c'est un endroit où on se déshabille. Ah ben, elle dit, mais non! Ah ben non! Je comprends plus rien. L'ascenseur, on ne se déshabille pas, c'est une agression sexuelle. La plage, on se déshabille, on peut se déshabiller. La salle de bain, on se déshabille, mais on ne peut pas rentrer. Mais j'ai resté avec vos sous-vêtements. Mais vous faites rentrer le type. Mais ça va pas la tête. Genre, je ne comprends rien. J'ai dit, écoutez, mademoiselle, vous ne devez pas faire des chouvas sur la sniout, sur la pudeur. Vous devez faire des chouvas sur la cohérence. C'est comme les gens qui mangent cachère, sauf en dehors de la maison. Ils ont plus d'estomac. Il m'a dit, je suis Shomer Shabbat, mais que le vendredi soir. Je sais comment vous coupez en deux, ou là? Elle me dit, je suis avec un copain, mais il est juif, mais que par son père. L'autre que par sa mère. Je comprends pas, il est entièrement juif. Comment il est juif? Comme ça? Comme ça? Il est baptisé au moins. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, la personne, elle doit être cohérente. Et la base de la teshuva, c'est la cohérence. Tu manges cachère, tu manges cachère. Tu mets les téfilines, Regarde la brique Mina, on l'a pas fait à moitié, imagine on l'a fait à moitié. On l'a fait pas à moitié, on l'a fait entièrement. Parce qu'à 8 jours, on a coupé court à toute discussion. Oui. Eh bien c'est pareil dans tout. Donc ça veut dire qu'une personne, elle fait la mitzvah comme il faut. Et c'est ça une mitzvah. C'est quoi une mitzvah? C'est quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est un commandement. Une mitzvah, c'est un ordre. Une mitzvah, c'est une béa. Ils ont trouvé un nouveau truc maintenant. C'est une bonne action. Non, ça c'est pas du judaïsme, ça. C'est du scoutisme. Chez les scouts, on fait une béa. Ouais. Mais le scoutisme, c'est une version détoraïsée du judaïsme. Ça fait le scoutisme. D'ailleurs, depuis le départ, on a voulu le faire taire, on faisait scud. Mais c'est quoi l'idée? L'idée,
l'idée, c'est très très important. L'idée, c'est quoi? C'est quoi une mitzvah? En fait, une mitzvah, écoutez bien, c'est un acte du quotidien qui a été optimisé à son niveau maximum. Regardez, par exemple, tu travailles, c'est bien. Le travail est un acte du quotidien. Maintenant, tu travailles honnêtement, c'est mieux. Donc tu travailles et en plus c'est honnêtement. Donc c'est un acte du quotidien optimisé. Maintenant, tu travailles honnêtement et en plus pour ta famille, pour le bonheur de ta famille. Donc en plus que tu travailles honnêtement et de manière optimisée, en plus tu donnes un sens à ce que tu fais. Maintenant, tu travailles honnêtement pour ta famille et selon la halakha. Ouais, selon la halakha, tu travailles honnêtement. Tu fais attention que le produit il vaut ce qu'il vaut, que tu ne prends pas d'intérêt sur le calcul, que tu ne fais pas de travail, que tu ne triches pas sur le poids et les mesures, que tu n'embrouilles pas le client, que tu ne demandes pas plus que ça. Tu fais de la halakha. Donc qu'est-ce que tu as fait? Tu continues à travailler. Mais comme tu travailles honnêtement pour ta famille selon la halakha, du coup, le temps que tu passes au travail, quand ça t'oblige à faire des halakha, ça devient une mitzvah. Donc, tu manges selon la halakha, caché, les Shem Shamaim pour pouvoir étudier la Torah. Chaque cuillère, c'est comme si tu mettais les télévisions. Tu passes un temps avec ta famille, tu éduques tes enfants, tu passes un temps avec ta femme, tu la rends heureuse, tu passes un temps avec ton mari. Chaque instant, c'est une mitzvah. Donc ça veut dire que chaque acte de la vie, c'est peut-être une mitzvah. Si tu le fais selon ce qu'Hachem a demandé. C'est pour ça que le Shulchan Aruch touche tous les domaines de la vie. Jamais vous êtes demandé, tu veux savoir comment il faut manger? Halakha. Comment il faut parler? Halakha. Comment il faut se taire? Halakha. Comment on conçoit les enfants? Halakha. Comment on va aux toilettes? Halakha. Combien on se découvre aux toilettes? Halakha. Avec quelle main on s'essuie? Halakha. Comment on s'habille? Halakha. Hachanez? Halakha. Comment on marche? Halakha. Comment on marche le cheval? Halakha. Ouais, tu ne peux pas me lâcher un peu la religion? Tu ne peux pas me laisser vivre? Pourquoi la halakha, elle explique chaque domaine de la vie? Maintenant, tu n'es pas obligé à Rabotai. Tu n'es pas obligé. Tu peux être un mec gentil, tu peux être un mec honnête, tu peux ne pas dire. Et c'est pas mal, c'est bien. Comment on dit en français? C'est mieux que rien. C'est vrai ou non? C'est vrai? Oui, non? Oui. Et moi, je te parle d'une autre ambition, moi. Moi, je te parle d'un monde futur. C'est comment on appelle Olam Abba? C'est quoi Olam Abba? Olam Abba. Comment vous traduisez? Abba, ça veut dire futur. Atid, c'est futur. Olam Abba. Le monde à venir. Super. C'est ce qu'il dit le Zohar. Il dit Olam Abba, Olam Shekvar Ba. C'est le monde qui est déjà venu, qui est déjà arrivé. Mais je ne comprends pas, le Olam Abba, c'est après la mort. C'est pas du vivant. Vous voyez? Alors je vous donne. Le niveau d'aptitude au monde futur, il s'acquiert dans ce monde-ci. Tu es apte au monde futur, ou tu n'es pas apte. C'est quelqu'un qui a le bac. Il l'a déjà à la veille du bac, parce que le niveau d'aptitude, il l'a à la veille. La maturité, tu ne l'as pas au moment de la maturité, tu l'as avant, parce que si tu ne l'as pas au moment de l'épreuve, donc tu vas craquer, donc c'est que tu n'as pas la maturité. Donc tu l'avais déjà avant. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une personne, elle va faire les 613 mitzvot toute sa vie pour devenir. Maintenant, elle devient grâce à quoi? Grâce à ce qu'elle fait. Donc elle fait des mitzvot pour devenir Ben Olam Abba. Maintenant, je vous dis la vérité, il y a des gens qui font les mitzvot, mais ils ne deviennent pas Ben Olam Abba. Mais comment c'est possible? Toi, tu crois que tu vas arriver à 120 ans avec des milliers de pages de Tehillim, des centaines de mises de Tefillim, des centaines de Shabbat, et tu vas dire, oh mon Dieu, voilà, écoute, voilà les mitzvot, allez, combien tu me donnes de monde futur? Mon Dieu, il dit, mais j'ai rien pour toi. Ah bon? Mais tout ce que j'ai fait. Non. C'est comme si le mec qui dit, j'ai fait médecine, j'ai été tous les jours à la fac, mais j'ai rien foutu. Ou j'ai travaillé, mais j'ai pas changé. Donc tu fais médecine et tu deviens médecin. C'est bon. Tu rentres tous les jours à la maison et un jour tu deviens marié. Les gens ils croient que c'est la pas. Non, on se marie tous les jours, on se marie un peu plus. Parce que je m'investis pour toi, j'essaie de te comprendre, je t'aime, je te caresse, je te montre la valeur des choses, je t'écoute, je prends du temps. Je deviens de plus en plus marié. Vous suivez ou non? Comme la pâte, plus tu la pétris, plus elle est bonne. Vous suivez ou non? C'est comme parents. Je dis une fois, il vient à la fin de l'année, bonjour, c'est la première fois qu'il vient à l'école, bonjour, la classe de CM2, oui, c'est là, oui. Bonjour, ah bien, écoutez, je suis le papa du petit Michael, est-ce qu'il passe de classe? Oui, il passe de classe. Eh bien, l'année prochaine. Alors, le prof, il vient, il a dit, excusez-moi, monsieur, c'est la première fois que je vous vois,
dire, par an, c'est pas une fois par an. C'est pas une fois par an. Par an, c'est pas une fois par an. Ça va? C'est tous les jours. C'est tous les jours. Tous les jours. Ma femme me reproche de ne pas m'occuper des enfants. Ah bon? Dis-moi, où est demandé ton fils en maths? C'est rien. Bon, qu'est-ce qu'il fait en Mishnah? Ça m'a échappé. Ah bon? Et où il est maintenant tout de suite à 2h30 du matin? Écoute, franchement, je ne sais rien. T'es sûr que t'es le père? Tu pourrais faire un test de paternité, moi, à ta place. Ah, déjà là! Non, tu es le père biologique. Mais le père du quotidien, il est où? Chez Fralo. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu deviens parent à force d'être parent. Tu deviens marié à force de pratiquer le mariage. Alors dis-moi, tu deviens juif à force de pratiquer le judaïsme. Donc tu deviens apte au monde futur à force de pratiquer la mitzvah. Pratiquer la mitzvah ne veut pas dire remuer le yaourt. C'est profiter de la mitzvah pour devenir un peu plus juif. Donc vous voyez là, on a donné un mois pour chercher le Khametz, un mois pour faire les courses, un mois pour préparer la maison, un mois pour préparer la Haggadah. Après la soirée elle-même, c'est pas facile, ça va me coûter au moins 2000 €. Et le vin, les matzot, la viande, l'agneau, le dada, le charosset, les balochettes. T'arrives le soir, qui est préparé. Ouais, l'autre a fait ses pâtes de salade, le psouki, le travesti, l'épaule d'agneau, je sais pas les recettes de chacun. Mais maintenant, ça va être le principal, c'est maintenant. La soirée, tu sais dire, comment ça va se passer? Tu as préparé la Gada, tu as préparé les Fibushim, tu as préparé des chants, tu as préparé des discussions, tu as préparé de quoi les occuper, sinon ça va être quoi? Le PSG, il a fait combien? Ah, tu as vu ce qui s'est passé à Toulouse? Le bon Dieu, le soir du Pessah, il vient avec tous les anges, les milliards, pour écouter des bénis Israël qui parlent de la sortie d'Égypte. Il ne vient pas écouter les nouvelles. Il ne vient pas combien tu as payé la BM. Il ne vient pas savoir que tu as trouvé du shit de meilleure qualité dans un autre quartier de Lyon. Il vient pour ça. Il vient pour écouter la Gada. Ouais. Donc quand quelqu'un il travaille sur ça, il prépare ça, alors il va se passer quelque chose. Maintenant je vous dis la vérité. C'est un peu violent. Vous êtes prêts? Oui, non? Vous êtes prêts? Au moment où on a fini, après Hadgadia, après Shira Shirim sur les Minagim, au moment où tu fermes la Gada, il va y avoir un test. Il est dur. Vous êtes prêts ou non? C'est est-ce que tu as profité de tout ça? Les halachot, le hametz, la hamatza, le arba, koso, la haggadah, pour changer le monde. Si tu sens que tu es la même personne que l'année dernière, dommage, haram pour cette année passée. C'est comme quelqu'un qui fait Kippour. Il a fait des slichot, il a fait Rosh Hashanah, il a pleuré, il a fait jusqu'à l'année, il a jusqu'à l'année, jusqu'au bout. Il se dit, comment il sait que c'est bon? Parce qu'il regarde comment il fait vite après Kippour. Je ne te parle pas des mecs qui sont déjà dehors dans la voiture en train de manger. Je ne parle pas de celui qui est venu pour le chauffard, il a écouté, il est reparti. Je parle de quelqu'un, il finit Kippour. Il y a deux tests après Kippour. Premièrement, comment tu fais vite. Deuxièmement, est-ce que tu as faim? Si tu n'as pas faim, c'est que tu as fait un bon Kippour. Sinon, ça veut dire que tu as jeûné. C'est dommage, on n'est pas là pour jeûner, on est pour prier. Maintenant, prier, ça rassasie. Jeûner, ça donne faim. Le corps, il a faim. L'aneshama, il a besoin de prière. Donc, si toi, tu as fait un bon Pessah, tu le sais en fermant la Gada. Et c'est dommage. Moi, j'ai de la peine. 1000 €, 2000 €, 30 000 €. Les gens, ils vont dans des Pessahs. 10 000 €, 15 000 €. Il y en a un, il y a 3 ans, il a loué une suite aux princesses, 100 000 € les 10 jours. Tu te rends compte, il aurait pu payer 10 mariages, il a pris ça. Genre, pour kiffer. Non, le mec, il a mangé du pain. Ah, pour rien. C'est quoi l'idée? C'est que la vie nous donne des occasions extraordinaires. Et je vous ai répété, je vous ai dit, des fois les occasions, elles sont des occasions de bonheur. Des fois, elles sont des occasions de douleur. Et à chaque fois, on va poser la question. Alors, qu'est-ce que tu es devenu grâce à ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as tiré comme leçon? Maintenant, on est aujourd'hui, je vous dis la vérité, il faut qu'on réfléchisse bien parce qu'on est un peu dans une midatadine. Oui? Bon, vous avez vu ce qui s'est passé à Toulouse. Dans votre famille, vous avez été frappé. Moi, j'entends une maman qui s'est suicidée, l'autre là-bas qui est mort dans un truc comme ça. Moi, j'en ai plein des gens ramenés. L'autre en scooter à 16 ans, l'autre à 18 ans, l'autre elle a été violée. Vous savez, les gens, ils vont chez les ramans. On s'attire. Je dis, Hachem, ça suffit. Halloumi.
Ça suffit, c'est difficile. Mais qu'est-ce qu'on doit faire? On va s'asseoir par terre et on fait Tisha B'Av? Ou non, on va prendre sur nous, on va grandir, on va avancer. Donc Hachem, il nous appelle, il nous propose, ouais, il nous pose des questions, il nous demande, qu'est-ce que tu penses? Parce que d'un côté, Baruch Hachem, il y a du monde dans le cours, et les gens sont sensibilisés, écoutent bien, et d'un autre côté, tu vois des gens, des juifs, des païens, j'ai jamais vu ça. Un mec qui mange du cochon, il est fier. Il est fier. Il te dit, je mange du cochon, j'en suis fier. Tu dis, écoute, sois discret. Ouais. L'autre, il travaille que le samedi et les fêtes. C'est spécialiste. Ouais. Que samedi et fête. Toute la semaine, il est glandeur. Mais samedi et fête, c'est marqué. Il est ouvert samedi et fête, fermé toute l'année. Ouais. Donc, c'est vrai que nous pose la question. Et nous, on répond à la question. On répond présent. Si on répond présent et qu'on fait chaque mitzvah comme elle doit être faite, ouais, parce que moi je vous donne beaucoup de principes, beaucoup de développement philosophique, psychologique, ethnique, mais le principal, de faire la lacha comme il est nécessaire. Et si vous voulez rendre service, comme elle a dit la femme de M. Sandler, elle a dit, moi j'ai pas besoin. Elle-même, elle a dit, faites des mitzvot, améliorez-vous dans la Torah, c'est le mieux pour mon mari, je ne vais pas demander autre chose. Elle aurait pu se révolter, elle aurait pu jeter la perruque, elle a dit le contraire. De la même manière, chacun il réfléchit ça. Quand il y a quelqu'un qui part du Ham Israël, ça veut dire qu'il y a un manque à combler. C'est ça le deuil. Le deuil, c'est de combler le manque. Maintenant, Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il redistribue la responsabilité. C'est comme si on était en train de marcher et il y a un qui tombe. Alors, ce chameau, il est mort. Alors maintenant, il faut d'autres personnes qui vont porter la charge. Alors, on va redistribuer la charge. La charge, c'est les midot, c'est les mitzvot, c'est la kedusha, c'est la sniout. Tu as l'habitude de laisser 4 boutons, laisse 3 boutons. Ou la 2. Ouais. Vas-y, emmène les jupes, ferme les fentes. Ah mais tu sais, allez, tiens, je te donne l'argent, viens chez moi, je te donne 200 € pour tu fermes toutes les fentes, vas-y, prends sur toi. Ferme, fais cet effort-là. Pour avoir cette proximité, pour avoir cette pureté, pour avoir ce quotidien avec Hachem, qui est notre valeur à nous. C'est ça notre but à nous. Notre but, c'est de rendre sacré le quotidien. Comme quelqu'un qui veut rendre heureux sa femme, il doit rendre magique le quotidien. Pas des vacances extraordinaires pour un quotidien pourri. Il faut faire que le quotidien soit magique. Maintenant, toi, tu peux faire que chaque mise de tes filles, chaque repas que tu fais à la maison, chaque Mishnah, ça soit quelque chose d'extraordinaire. Alors, c'est ça qu'il faut prendre sur soi pour avancer dans ce sens. Moi, personnellement, par rapport à la fonction que j'essaie de remplir, j'essaie de rajouter encore de mieux donner, de mieux développer. Chacun, il prend ce qu'il est capable de faire à son niveau à lui. Et à il nous permettra d'accueillir cette Géoula. Pourquoi? Parce que la Géoula collective, en vérité, elle est le résultat des centaines de milliers de Géoulots individuels. Donc chacun initie sa gada, chacun réfléchit dans sa tête, et à Kadosh Baruch Hu, il prend les petits morceaux de faïence et il fait une mosaïque. Et sur la mosaïque, c'est marqué Mashiach il arrive. Ah, d'accord. Là, je dois partir précipitamment. Donc, il y a des CD de MP3 sur Pessah qui vont vous être distribués pour les gens qui veulent.